Maxime Culot qui va nous parler des foncteurs dérivés à gauche non additifs. Merci beaucoup. Merci pour... Oh, je lance le chrono. Merci beaucoup pour l'occasion de parler. Merci à vous d'avoir fait l'effort d'arriver après le second repas. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne digérez pas trop. Vous allez digérer ça aussi, en plus de ce que vous avez mangé. Mais donc, je vais parler de ça. Alors tout d'abord, c'est un travail en collaboration avec Farah Renaud et Tim van der Linden. Et normalement, vous connaissez peut-être en fait déjà les foncteurs dérivés à gauche, sans le mot non additif. Et la raison est que si on considère les catégories qui sont abéliennes, on a plein de résultats homologiques, et en particulier la construction des foncteurs dits dérivés à gauche. Alors, parce qu'il y a la définition classique, si on prend un foncteur additif entre deux catégories qui sont abéliennes, C et E, on demande plus que C a assez de projectifs. Et alors, pour chaque entier, on peut définir ce qu'on appelle le énième foncteur dérivé à gauche de f par la formule suivante. X sera un objet de la catégorie C, et C de X, c'est ce qu'on appelle une résolution dite projective de l'objet X. Alors, la condition assez projectif, en fait, n'a vraiment rien à voir avec le contexte abélien ou non abélien des catégories. C'est juste pour garantir l'existence de ce C de X, qu'on peut voir comme un complexe de chaîne exact, où tous les objets sont projectifs, et où l'homologie en degré 0, ben, c'est l'objet X lui-même. Et en fait, cette condition d'avoir ce projectif, elle fonctionne pour plein d'autres catégories non abéliennes, parce qu'en fait, chaque variété d'algèbre va satisfaire cette condition, comme ben, la catégorie des groupes qui n'est pas abélienne, ou la catégorie des modules en général qui sera abélienne. Donc, le but aujourd'hui, mon premier but, ça va être de vous montrer qu'en fait, cette définition-là, avec vraiment cette égalité-là, on pourrait peut-être la faire dans un cas où on n'a pas de foncteur additif et pas de catégorie abélienne. Et donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme hypothèse sur les catégories et sur le foncteur. Mais avant toute chose, il faut voir si ceci c'est bien un foncteur. Ou alors vous me croyez sur parole, mais bon, on préfère avoir une petite vérification. Voici les 3 points qui permettent de garantir que la construction que je vous ai montrée avant fonctionne. En fait, les résolutions projectives pour un même objet ne sont pas spécialement uniques. Mais elles sont uniques à homotopie près. Et donc il y a toujours une équivalence de homotopie entre deux résolutions projectives d'un même objet. Le foncteur f qu'on a choisi avant, c'est pas de manière anodine, parce qu'en fait il va préserver l'homotopie, donc on va avoir encore une équivalence d'homotopie ici, mais maintenant dans la catégorie E, et être équivalent de l'homotopie va impliquer d'office une égalité en termes d'homologie, donc tout se passe bien. Ces 3 items, je vais essayer de les récupérer plus tard dans une structure qui ne sera pas abélienne et pas additive du tout. Mais le point principal ici, vous voyez que les 2 premiers, j'ai besoin d'une notion d'homotopie. Donc on va revenir sur le cas classique de qu'est-ce qu'une homotopie dans le cas abélien. Entre 2 morphismes de complexes de chaîne, une homotopie c'est quoi? C'est une suite de morphismes tels qu'on a cette égalité-là. Et là vous voyez déjà que j'ai vraiment besoin que ma catégorie soit abélienne, parce que j'utilise que les homsets, une structure de groupe abélien. Ici, je m'utilise le plus pour la notation additive de l'opération sur le groupe abélien. Et donc, là, je pourrais dire, voilà, mon exposé s'arrête ici, c'est pas possible de faire ça dans le cas non abélien. Mais, en fait, je vais plutôt essayer, parfois, dans mon exposé, je vais essayer d'utiliser cette équivalence-là, enfin, cette écriture équivalente, où je vais faire tout avec des moins. Alors, pour l'instant, ça paraît encore nébuleux, mais je vous assure qu'on peut tout faire avec des moins. Et donc mon exposé va se diviser en plusieurs parties. Premier point, je vais essayer de vous montrer qu'on peut trouver une bonne notion de moins. Qu'avec cette notion de moins, je vais pouvoir créer ce que j'ai appelé une homotopie approximative. Alors la condition P, c'est une condition sur les objets projectifs que je vais avoir besoin à un moment donné. Les foncteurs que moi je vais considérer pour ma construction, c'est des foncteurs dits proto-additifs. Et puis j'arriverai au point 5 à pouvoir énoncer tout mon théorème. Et en dernièrement, si j'ai le temps, j'espère pouvoir vous parler un peu de l'approche simpliciale, parce que les simplexes ont parfois été utilisés pour utiliser l'homotopie dans des catégories dites non abéliennes, parce qu'on n'a pas besoin d'additivité pour l'exprimer l'homotopie. Alors, moi quand je vous dis non abélien, qu'est-ce que moi j'ai en tête? C'est des catégories qui sont soit homologiques, au sens de Bourseau et Braun, c'est une catégorie qui est pointée, barre régulière et Braun protomodulaire, ou une catégorie dite semi-abélienne. Donc c'est homologique plus 2 autres propriétés, qu'on a les coproduits binaires et barre exacte. Okay, et donc, si on connaît un peu cette notion, on a d'office que abélien va impliquer semi-abélien, qui va impliquer homologique. Et là on a des exemples de catégories qui sont abéliennes, juste semi-abéliennes ou homologiques.
Et donc c'est dans ce contexte-là que je vais essayer de travailler dans des catégories qui sont soit homologiques, soit semi-abéliennes. On va voir quelque chose qui se passe assez bien. Autre notion que j'ai besoin dans tout mon exposé, c'est d'objets projectifs. Donc je rappelle ce que c'est qu'un objet dit projectif. Alors projectif régulier, mais ici je vais chaque fois omettre le mot régulier. On dit que P est projectif si pour tout morphisme ici et pour tout épimorphisme régulier là, j'ai l'existence d'une extension de F à travers P. Et en fait, le cas des variétés d'algèbre est assez intéressant pour travailler avec les objets projectifs parce qu'on peut montrer que n'importe quel objet libre sera d'office projectif. Et en fait, ça montre en particulier que les variétés d'algèbre ont un site projectif, parce que vous prenez votre groupe préféré, vous regardez juste la structure d'ensemble, vous prenez le foncteur libre, et alors vous avez un quotient, et c'est ça avoir un site projectif. C'est-à-dire que tous les objets, c'est un quotient régulier d'un objet projectif. Bon, ici c'est libre, donc ça fonctionne. Dans d'autres variétés, on a encore quelque chose de plus fort. On a que les objets projectifs sont aussi libres. Et ce sont des variétés dites de Schreier. Alors, la terminologie vient un peu du théorème de Lindsay-Schreier pour le cas des groupes, où un sous-groupe d'un groupe libre restera libre. C'est la même idée, mais pour n'importe quel type de variété. Ok. Donc ça, c'était les rappels de notions plus courantes. Et maintenant, je vais plonger dans cette notion de moins. Alors, mon objectif, c'est pas juste de dire, tiens, j'ai une théorie qui fonctionne dans le cas non abélien, et je m'en fiche un petit peu de ce qui se passe dans le cas abélien. Mon objectif, c'est vraiment d'étendre cette théorie qu'on connaît, la définition que j'ai mise au premier slide, pour se dire que voilà, je vais chaque fois partir du cas abélien, voir ce qui se passe et voir comment je peux arriver à modifier pour que ça fonctionne. Dans le cas abélien, la différence de deux morphismes, on le traduit avec ce diagramme-là. Et en fait, il faut remarquer que ici, j'ai une extension courte scindée, que l'objet du milieu, c'est un biproduit. Et que ici, l'avantage, c'est que le noyau, c'est encore l'objet X lui-même, et que ici, on a le morphisme qui joue le rôle du -1. Alors, maintenant, si on va dans des catégories qui sont plus du tout abéliennes, mais juste une catégorie avec noyau et coproduit binaire, on peut retraduire ce diagramme-là de la manière suivante. La première chose qu'on remarque, c'est juste un coproduit binaire, c'est plus du tout un biproduit. Donc on perd cette écriture-là qui est ma notation pour dire que c'est un morphisme induit par le produit. Parce que le biproduit est à la fois un produit et un coproduit. Et donc ici, je note juste que c'est un noyau. Je l'appelle delta de x. Et alors, d de x, c'est plus du tout x. Je vais vous montrer un exemple après dans les groupes plus tard. C'est plus du tout juste x. Mais moi, je vais dire que la différence de deux morphismes, c'est le fait que ce triangle ici va commiter. Et en fait, toute cette approche-là, qui est une approche un peu, à dire, naïve, en fait, c'est une idée qui a été introduite par Dominique Bourne et Zourab Janelizé dans un article où ils ont voulu essayer d'équiper les foncteurs, hommes-foncteurs pointés, avec une structure dite soustractive approximée. Donc, il y a de la théorie qui est autour de ça, mais moi, je vais juste me contenter de ça pour aujourd'hui. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est une bonne définition ? Elle a plein de bonnes propriétés. Alors je vais peut-être juste d'abord noter mon diagramme d'avant, parce qu'il va m'accompagner une bonne partie de l'exposé. Voilà. Alors, donc, la composition ici, justement, c'est ce que je vais appeler la différence. Et je ne l'ai peut-être pas souligné assez. Je reviens sur ça d'avant. Si vous repassez au cas abélien, le D, c'est vraiment juste l'identité, ça fait rien. Et on retombe vraiment sur la même définition de soustractive. Donc c'est déjà une bonne piste pour dire, voilà, cette notion de moins pourrait être intéressante. Et effectivement, intéressant, parce que des bonnes propriétés. Typiquement, si vous post-composez une différence, vous pouvez juste post-composer terme à terme. Mais si vous précomposez, on a besoin du foncteur D. D, ça va être un foncteur qui va de C vers C. Et en fait, c'est juste la restriction au niveau des noyaux, parce que ça D est défini avec les noyaux. Si j'ai la restriction du morphisme L plus L, c'est juste les morphismes induits entre les coproduits binaires. Okay, donc mon plus ici n'a rien à voir avec la structure additive ou autre, c'est juste une notation. Et en fait, ça, on a normalement dans le cas additif avec le plus. Donc, avec le moins, on l'a, c'est pas trop mal. Mais pour l'instant, dans la tête, c'est pas un vrai moins encore. Parce que
Normalement, un moins, c'est qu'on a deux choses les mêmes, qu'on les soustrait, ben non, ça va avoir 0. Et c'est le cas. Et si en plus, automatiquement là, et si en plus le nom de la catégorie est dite normale au sens de droit généralisé, on a l'autre direction. Donc si on a une différence qui vaut 0, automatiquement on peut déduire que les deux morphismes de départ, c'est les mêmes. Et tout ça, en fait, cette théorie-là, étudiée par Dominique Bourne, des autres généralisés, ils ont utilisé ça pour définir des catégories dites soustractives. Une catégorie pointée bas régulière avec les coproduits binaires est dite soustractif si seulement si tous les morphismes que je vais appeler sigma de x sont des épimorphismes réguliers. Et donc ça, c'est vraiment repenser à ce que j'ai fait ici. Le sigma de x, c'est vraiment 1 moins 0. Alors, tout d'abord, ça c'est une sommation naturelle. On peut le montrer aisément. Et ça m'a aidé beaucoup dans le résultat après. Et deuxièmement, la question c'est ok, additif c'est pour le cas abélien, soustractif ça se met où? Ben, on peut déjà le voir que dans le cas abélien, 1 moins 0, ben, c'est 1. Et donc ça c'est d'office vrai. Donc abélien est beaucoup plus fort que soustractif. Mais par rapport aux autres, comment ça se place? Ben, en fait, on peut montrer que toute catégorie homologique avec coproduit binaire, donc en particulier les catégories semi-abéliennes, vont être soustractifs, donc ça fait vraiment très très faible, et en plus on aura la propriété d'être normal, donc on a vraiment la double équivalence ici. Ok. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment une bonne notion de moins, et c'est quoi vraiment d de x? Ben, si on prend la catégorie des groupes, ben, ce qu'on voudrait faire naïvement, et qui fonctionne dans le cas des groupes abéliens, c'est faire la différence point par point. Bon, dans le cas des groupes abéliens, ça fonctionne. Dans le cas des groupes, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne sera plus qu'une fonction. Et en fait, mon d de x, là, il va m'aider. Il va m'aider à avoir vraiment ce que j'aurais voulu avoir, une différence, parce que bon, ok, c'est un morphisme par mon diagramme, mais qu'est-ce que c'est vraiment élément par élément? Et bien en fait, ben, d de x, c'est déjà un sous-groupe normal du produit libre, avec x avec lui-même, et on peut montrer que c'est formé par les mots de cette forme-là. Alors petit x, c'est un élément de grand X, et la barre au-dessus et en dessous, c'est parce que j'ai deux copies dans mon produit libre, et donc je fais juste une distinction. Mais vous pouvez voir vraiment que cet objet-là, le mot, vous voyez ou pas? C'est lisible ou pas? Okay. Ben, si vous l'envoyez ici, c'est juste dedans, c'est juste un mot. Et là, on va faire identité sur la première copie, disons que c'est celle-là. Identité sur la seconde. Ah ben ok, je m'en fiche un petit peu de quelle copie ça vient, ça fait d'office 0. Donc ça s'annule et on peut vraiment voir que il n'y a que ça dedans. Et donc, maintenant qu'on sait qu'on a ces objets là-dedans, ben on peut voir la composition ici et voir ce qui se passe. Ben, comme j'ai déjà marqué ici, la première ici, mon noyau, c'est juste l'inclusion. Et ici, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais appliquer F sur la première copie et G sur la seconde, et donc je vais tomber là-dessus. Et ça, c'est plus ou moins ce qu'on aurait voulu avoir, en fait. C'est un peu mon F moins G, mais avec une notation qui n'est pas du tout additive. Donc, c'est pas trop mal. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je suis convaincu que c'est une bonne notion pour faire des différences. Mais est-ce que ça va m'aider à faire une homotopie? La réponse est oui. Donc, moi, ce que je voudrais avoir comme notion d'homotopie, c'est plutôt ça. J'utilise que des moins. Et pour l'instant, moi, j'ai un moins qui a l'air de fonctionner. Mais je veux aussi construire une homotopie où, quand je prends deux résolutions positives d'un même objet, ben, j'ai une chaos homotopie, pour un peu reprendre l'explication de pourquoi, dans le cas abélien, ça fonctionnait. Ok. Alors, première chose, si on a un morphisme entre deux objets dans C, on peut toujours arriver à construire à l'étendre pour que ce soit un morphisme de complexe de chaîne, sans problème. Et ça, même dans une catégorie dite homologique. Le problème, c'est l'unicité à homotopie près. Ok, regardons ce qui se passe dans le cas abélien. Dans le cas abélien, les choses se passent de la manière suivante. F0 et G0 ont la propriété tous les deux de faire commuter le carré ici. Et donc en particulier, je vais regarder la différence et la composer avec le état.
ben, je vais avoir état S0 moins état G0. C'est deux fois le même morphisme, donc ça me fera 0. Et donc j'ai un alpha, parce que en dessous c'est une résolution positive, donc c'est exact, donc j'ai une factorisation alpha de la différence à travers le noyau. Et là, je retombe sur un peu un triangle que j'avais besoin pour l'objet projectif. C0 est projectif par définition, et donc je peux étendre ce alpha 0 à un H0. Et c'est comme ça que nous sommes dans le cas abélien. Bon, ça c'est juste pour H0, mais c'est la même idée pour n'importe quel Hn pour l'homotopie. Ok, mais moi ma différence c'est plus juste, ce sera plus juste C0, ce sera D de C0. C'est comme ça que j'ai défini ma différence. Et donc on se rend compte que ce qui bloquerait, ce serait cette existence de ce H0. Et donc ce que je vais avoir besoin pour le moment que je vais assumer, c'est que mon D de C0 sera aussi projectif. Et si c'est projectif, je peux étendre et je vais avoir vraiment ce que je veux. Parce que ce que je n'ai pas expliqué dans la partie précédente, c'est que le H0 que j'ai défini, il va vraiment avoir la propriété de... Si on reprend vraiment l'H0 comme avant, on va avoir que ceci plus la composée de ça, ce sera juste la différence ce que je voulais avoir. Et donc, tout ça, par construire un peu à la main, me permet de définir ce que j'appelle une homotopie approximative, ou approximée, parce que voilà, la théorie, c'est une théorie de soustraction approximée, donc je l'ai appelée comme ça. Alors la particularité, c'est que les Hn, ils ne vont plus de Cn, ils sont un peu tronqués avec ce foncteur D. Et l'expression pour H0, c'est comme pour le cas abélien. Là, j'ai besoin de composition de mon sigma. Mon sigma, c'était mon 1 moins 0. Donc je fais plein de fois 1 moins 0. Et ici, j'applique le foncteur D n fois. Alors la question, c'est est-ce que c'est une bonne notion d'homotopie? Si on regarde dans le cas abélien, c'est la même en fait. Bon, ça change pas. Et ici, ça c'est des 1 moins sigma, enfin c'est des 1 moins 0, pardon. Et les 1 moins 0, c'est devenir 1, donc ça disparaît. Et D, D c'est juste l'identité dans le cas abélien. Donc pour le moment, j'ai une notion d'homotopie avec ma notion de soustraction qui fonctionne très très bien dans le cadre, si je retourne dans le cas abélien. Et en prime, je peux montrer qu'elle se comporte aussi très bien au niveau homologique. Si j'ai deux morphismes qui sont homotopes avec cette définition-là, ils sont égaux en homologie pour n'importe quel n. Et donc je commence à un peu avoir les mêmes arguments que pour le cas abélien pour les foncteurs dérivés à gauche. Donc c'est pas trop mal. Le problème c'est que, si vous vous souvenez, j'ai fait une hypothèse qui dit que D de C0 était projectif. Et donc, mais de manière plus générale, j'ai besoin que tous ces objets-là soient projectifs. De manière itérée, en fait, à chaque fois que je passe de H0 à H1, j'augmente en fait le nombre de différences, donc j'ai besoin que mes degrés de DI augmentent à chaque fois. Donc j'ai besoin que cela soit projectif. Et donc c'est ce diagramme-là, et on va supposer, et c'est le cas dans la construction, que tous les Cn sont projectifs. Et donc ici on va voir un peu ce qui se passe si on prend X qui est projectif. Si X est projectif, on peut montrer, c'est une propriété très générale des objets projectifs, que X plus X est aussi projectif. Et moi ce que je vais demander en prime, c'est que le noyau, il soit aussi projectif. C'est ce que j'ai besoin. Alors je ne vais pas juste me restreindre en fait à dire que D de X doit être projectif. Je ne vais pas me restreindre à juste dire en fait D préserve le fait d'être projectif. Je vais aller plus loin. Je vais étudier une condition qui est la condition que j'appelle P, qui dit que dans une catégorie homologique, si j'ai une extension courte scindée, si je suppose que X, l'objet du milieu, est projectif, je vais demander que le noyau aussi est projectif. Alors pourquoi est-ce que cette condition-là en fait est naturelle? Tout d'abord, dans le cas des catégories abéliennes, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que X, ce sera le biproduit, K alors sera un retract, et les projectifs sont stables par retract. Okay. D'autre part, on a plein de variétés qui satisfont ça. Et ce sont les variétés dites de Schrödinger que j'avais déjà abordées avant. Alors là, c'est un peu étrange parce qu'en fait, ça échappe au côté abélien ou non abélien. Parce qu'ici, j'ai lu les groupes, j'ai les azettes de Lie, qui ne sont pas abéliennes, mais j'ai les catégories des groupes abéliens, j'ai les modules, mais je dois imposer une condition sur mon anneau. Donc voilà, les variétés de Schreier sont étudiées
à différents endroits et ça échappe un peu à ce côté abélien, restriction abélien. Mais on a trouvé aussi d'autres exemples, qui sont ni des catégories abéliennes, ni des variétés de Schreier. La première, c'est ici j'ai mis que c'est Schreier si j'ai K qui est un corps commutatif. On a pu montrer que si on prend juste un anneau commutatif, ça fonctionne encore. Ça c'était le tout premier exemple qu'on a trouvé, et puis en cherchant un peu plus, on s'est rendu compte que les modules croisés, dans le cas des groupes, fonctionnent, et même pour n'importe quelle variété d'algèbre V, satisfaisant déjà elle-même la condition V. Petite remarque intéressante, les groupes c'est Schreier, les modules croisés c'est pas Schreier. Donc juste parfois trouver les modules croisés internes ça casse le côté Schreier, et donc ça nous fait, c'est assez marrant comme à remarquer. Alors, ok, je suis certain qu'avec ma condition P, j'ai d'office savoir que tous mes D de Cn vont être projectifs. C'est peut-être un peu trop fort comme condition la condition P. Je comptais juste dire ok, j'ai besoin que mes D de Cn soient projectifs et c'est fini. Mais en fait non. D c'est vraiment une condition qui est vraiment naturelle, dans le sens que quand on veut faire des foncteurs dérivés à gauche, on a souvent l'objectif d'avoir une longue suite exacte en homologie, et un des ingrédients pour y arriver, c'est le lemme du fer à cheval. Et donc, avec la condition B, pour une catégorie homologique avec coproduit binaire, on peut montrer qu'en fait, je peux avoir un lemme du fer à cheval, alors entre guillemets, parce que moi, dans mon cas de figure, j'ai la partie ici en noir, donc verticalement ici, une suite exacte courte, ici horizontalement, une résolution projective de Z, et je peux montrer qu'on peut trouver une résolution pour projective de Y et de X, telle que verticalement, on a à chaque fois des suites exactes courtes et tout commute. Et en fait, ce que je pensais pas trouver, c'est que c'est un si et seulement si. Donc si j'ai une catégorie qui a cette propriété-là, automatiquement j'aurai la condition P. Et donc ma condition P qui parfois, au début elle paraît arbitraire, parce que j'ai besoin de me concentrer sur D de X, et en fait j'en ai vraiment besoin si je veux faire un peu plus que juste définir des possibles foncteurs dérivés non additifs. Alors, en parlant des foncteurs, mais quels foncteurs je vais prendre? Parce que les foncteurs additifs, je les ai plus. Donc, revenons un petit peu à ce qui se passe. Donc, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut. Condition P me garantit l'existence qu'entre deux résolutions projectives, j'ai juste une extension qui est à homotopie près. Et donc maintenant, on veut voir qu'est-ce qu'on peut remplacer. Est-ce que additif, ça ne fonctionne plus? L'avantage avec foncteurs additifs, comme je l'ai dit au début, c'est que ça préserve l'homotopie. Alors, voici plein de manières de définir équivalentes les foncteurs additifs. Une première pourrait dire de préserver les biproduits. Une autre manière, c'est de voir que la fonction ici, entre les homesets, c'est un morphisme de groupe. Ou la dernière, c'est de voir que F préserve les suites exactes courtes scindées. Alors, si on se plonge dans un cadre non abélien, ça on n'a pas. Ça on n'a pas non plus. Parce que là, on n'a plus de groupe abélien. Et donc, il reste celle-là. Et celle-là, c'est la définition qu'a utilisée Marine Ogran et Thomas Everhart pour définir des foncteurs qui disent proto-additifs. Ce sont des foncteurs qui vont préserver les suites exactes courtes scindées. Ok, donc ça pourrait déjà être un bon plan de prendre ces foncteurs-là. Alors c'est ce qu'on va faire, mais j'ai besoin d'ajouter deux autres conditions. La première, si je veux espérer, comme dans le cas additif, de préserver mon homotopie, j'ai besoin de préserver en fait le moins. Je veux avoir ça. Et pour avoir ça, j'ai besoin que F va aussi préserver les coproduits binaires. L'idée, c'est que si je prends ce diagramme-ci, et que j'applique F, je veux que ça re-encode une différence dans ma catégorie d'arrivée. Si j'applique F à tout ça, je ne garantis pas de retomber sur F de X plus F de X. Donc j'ai besoin de ça en plus. Et une autre condition qui est de préserver les morphismes dits propres. Un morphisme propre, c'est un morphisme qui a comme factorisation un épimorphisme régulier et un noyau. Alors, la première condition, c'est clair pourquoi j'en ai besoin. Celle-ci, c'est un peu plus bizarre. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de garantir que ce sera bien défini ou pas. Ça a à voir avec la définition d'homologie dans le cas non abélien. Dans le cas abélien, l'homologie, en fait, ça permet de détecter si un pix de chaîne est exact à certains degrés. Et si on veut garantir ça à nouveau, Tim van der Leyen, dans sa thèse, a montré qu'on avait besoin de considérer des complexes de chaîne dits propres, où tous les DL seront des morphismes propres, et on retombe sur ceci et seulement ci. Et en fait, c'est ce que j'ai vraiment besoin, cette hypothèse dans mon cas de figure à moi, parce que par construction, moi je vais appliquer F à quoi? À mes complexes de chaîne qui sont des résolutions projectives, donc c'est déjà exact. Donc exact va d'office impliquer d'être propre, donc il n'y a aucun problème.
Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ceux-ci, qui seront maintenant dans E, soient aussi propres, pour continuer à espérer d'avoir cette utilisation de l'homologie pour détecter l'exactitude de complexes de chaîne. Ok, ben normalement j'ai tous les ingrédients maintenant. J'ai tous les ingrédients pour y arriver. Voici le théorème principal. Je prends une catégorie C qui est homologique, avec des coproduits binaires, assez projectifs, et j'ai besoin de la condition P. C'est celle-ci qui va me garantir qu'entre deux résolutions projectives dans C, je peux construire mon homotopie. J'ai besoin d'une catégorie E qui sera homologique avec coproduits binaires, et je vais considérer les functeurs que je viens juste de définir avant. Donc c'est-à-dire proto-additif, préserver les morphismes propres et les coproduits binaires, et je peux appliquer la même définition que dans le cas abélien. Et c'est bien défini pourquoi? Pour les mêmes raisons que dans le cas abélien. La chose qui est surprenante par contre, c'est que si on regarde vraiment, qu'on compare ceci avec le cadre abélien, bon, bien entendu j'ai relaxé les hypothèses sur mes catégories. Mais en prime, mais en contrepartie, j'ai dû imposer plus de conditions sur mon functeur. Si on regarde juste le côté préserver les coproduits binaires, en fait c'est déjà suffisant dans le cas abélien pour montrer que c'est additif. Et donc j'ai entre guillemets deux hypothèses en trop qui sont nécessaires ici. Donc c'est assez surprenant, on ne s'attendait pas, qu'on a dû compenser cette perte du côté des catégories pour imposer des conditions en plus sur les functeurs. Alors tout ça c'est pour la théorie, voici deux exemples. Bon, c'est toujours le P0 entre des modules croisés. D'abord on a étudié pour le cas des modules croisés pour les groupes, et puis on s'est posé la question de est-ce que les groupes c'était vraiment quelque chose d'important dans la preuve, et on a pu montrer qu'on peut prendre n'importe quelle variété V qui doit être semi-abélienne, qui satisfait la condition P, et par exemple on peut prendre n'importe quelle algèbre de Lie avec un anneau commutatif, ou alors on peut même itérer en fait la construction. On peut prendre les modules croisés internes, les modules croisés internes, des groupes par exemple, et voir ce qui se passe. Alors, voilà, je vous parlais tout à l'heure, une application de ce qu'on vient de faire, c'est justement une longue suite exacte en monomologie. Pour justement utiliser le lemme du fer à cheval. Dans le cas abélien, on a besoin d'un functeur f maintenant qui va être dit exact à droite, entre des catégories abéliennes. On va encore supposer d'avoir ce projectif pour construire des résolutions projectives. Et maintenant, on considère une suite exacte courte dans C. Eh bien, en appliquant la construction et on peut arriver à trouver une suite exacte longue en homologie qui est sous cette forme-là. Alors oui, ici il n'y a pas de typo, c'est bien f, parce que la condition qu'on met sur f fait en sorte que L0 et f c'est la même chose à ce niveau-là. Et ça, c'est utilisé typiquement pour définir et utiliser les tors functeurs. Et donc, ce serait bien d'avoir ça dans le cas non abélien. Et le lemme du fer à cheval, je l'ai, grâce à ma condition de P. Et en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais reprendre les mêmes ingrédients que j'ai utilisés pour définir mes functeurs dérivés. Donc une catégorie C homologique avec coproduit binaire assez projectif et avec la condition P. Une catégorie homologique avec coproduit binaire. F qui a les bonnes propriétés proto-additifs, préserve les coproduits binaires, les morphismes propres. Mais j'ai pas le côté exact à droite. Et donc on a remplacé ça par une notion introduite par Georges Pesquet et Tim van der Linden qui est séquentiellement exact à droite. Ça imite, entre guillemets, le côté exact à droite dans le cas non abélien. Et avec tout ça, ça fonctionne parce que, rappelez-vous, ma condition P me donnera le lemme du fer à cheval et donc je peux vraiment faire la preuve, comme dans le cas d'abélien, il n'y a aucun problème. Ok. Combien de temps il me reste ? Bon, ça va. Donc tout ça, c'est... je suis déjà arrivé au théorème principal de l'exposé, mais je voudrais encore m'intéresser un peu à tout ce qui est approche avec des simplexes et autres, parce que on a une correspondance, dans le cadre abélien, entre les chaînes, les complexes de chaînes gradués positivement, et c'est le cas pour les résolutions projectives. Tout ce qui est de degré 0, c'est juste 0, et on a une correspondance avec les objets simpliciaux dans C. Et c'est la correspondance dite de Dolcan. Et en fait, cette correspondance en termes de catégorie implique aussi une bijection au niveau de l'homotopie. Donc une homotopie du complexe de chaîne équivaudra à une homotopie simpliciale. Mais ça, c'est dans le cas abélien.
parce que dans le cas une catégorie qui est juste semi-abélienne, ça ne fonctionne pas. Carrasco et Segara ont montré que dans le cas des groupes, ça ne fonctionnait pas, et puis ça a été généralisé par Dominique Bourne dans n'importe quelle catégorie semi-abélienne. Mais cet avantage, cette approche a l'avantage en fait d'étudier l'homotopie simpliciale, et puis de revenir un peu du côté des complexes de chaîne. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'homotopie simpliciale, on n'a pas besoin de plus et de moins pour définir l'homotopie, et donc c'est assez agréable. Dans toute cette littérature, je vais pointer du doigt un résultat de Tim van der Linden et Julia Boudet qui disent que si on a une homotopie simpliciale ici, on peut appliquer un foncteur qui est en fait inclus dans la correspondance de Dolcan, qui est le foncteur de normalisation de Moore. Et il se passe que si sur une homotope là, appliquer le foncteur n et prendre l'homologie, ce sera d'office égal. Et ça en fait c'est quelque chose qui est gratuit dans le cadre abélien parce que homotopie simpliciale, homotopie en termes de complexe de chaîne, et puis on retrouve le résultat que l'homotopie se comporte bien avec l'homologie. Mais ici, ce qui est incroyable dans leur preuve, c'est qu'ils n'utilisent pas en fait ça. Ils ont fait une preuve vraiment où ils disent voilà, on néglige complètement cette correspondance qui n'existe pas, mais on s'en inspire pour arriver à un résultat qui était connu dans le cadre abélien. Mais en fait, je peux faire une preuve identique. Genre, je trouvais le même résultat, mais en utilisant un petit peu la correspondance dans un sens. Je peux montrer que si j'ai une homotopie simpliciale, prendre le foncteur de Moore, me donnera d'office une homotopie en termes de complexe de chaîne. Et après, je peux utiliser mon théorème d'avant, qui me dit que si je suis homotope au niveau des complexes de chaîne, l'homologie sera la même chose. Donc j'ai retrouvé la preuve de ça, mais en passant par une partie de la correspondance de Dolcan qui n'était pas du tout prévue. Alors, un autre avantage des objets simpliciaux, c'est qu'on peut définir en fait les foncteurs dérivés, mais avec des résolutions projectives avec des simplexes. C'est ce que Tierney et Vogel ont fait. L'avantage de ceci, c'est qu'en fait, on prend juste un foncteur f quelconque. F va d'office préserver les homotopies simpliciales sans problème, et donc ils ont défini ça comme ça. Donc ça c'est comme avant, c'est une résolution projective simpliciale, le foncteur f, la normalisation de Moore, et là on a l'homologie. Et en fait, la condition B m'aide encore ici. Elle m'aide comment? Si je prends une catégorie qui est homologique, coproduit binaire, assez projectif et la condition B, j'ai réussi à montrer que partir d'une résolution simpliciale, prendre le foncteur de Moore et comparer ça avec une résolution projective de complexe de chaîne, c'est équivalent. Je vais avoir deux fois la même chose, donc ça unifie un petit peu ces deux approches-là. Donc c'était assez surprenant. Et je pense... Oui, d'autres travaux que je voudrais arriver à faire, parce que là je vais donner un peu un rapide aperçu de ce que j'ai fait pour l'instant dans mon premier article et encore en cours de rédaction. Mais voici d'autres pistes que j'aimerais faire, parce que la condition P, j'espère que vous l'avez compris, elle intervient à plein d'endroits. Pour garantir l'existence de mon homotopie entre résolution projective, pour avoir mon lemme du fer à cheval, pour ici mon dernier résultat par rapport à l'approche simplicielle, donc elle apparaît partout. Même si énoncer c'est très simple, à condition P, pour avoir essayé de travailler avec, c'est pas facile d'arriver à trouver des exemples et des contre-exemples. On n'arrive pas encore assez à bien trier, c'est un peu au petit bonheur la chance pour trouver un exemple ou un contre-exemple. On n'a même pas d'ailleurs de contre-exemple pour le moment. Et donc on espère, ça c'est un peu un but utopique, d'arriver à trouver une caractérisation en termes d'opération de variété. C'était le but principal à contre-moteur. Je pense qu'on va revoir un peu nos ambitions à la baisse pour le moment, en trouvant peut-être d'autres exemples de variété satisfaisant la condition P. C'est un objectif qui est plus réaliste à court terme, et un candidat qu'on aimerait... On a déjà essayé de regarder un petit peu, mais on n'arrive pas à décider si ça fonctionne ou pas, c'est les lattice ordered abelian groups. C'est une catégorie qui est des groupes abéliens avec une structure de lattice en plus dessus. Ça se comporte très très bien. C'est une catégorie qui est semi-abélienne, elle n'est pas abélienne. Et les objets libres se comportent très très bien dessus. Mais on n'arrive pas encore à trancher directement pour savoir si ça va être, la condition P va être satisfaite ou pas. Et alors, bon, si on arrive à travailler ici, on pourrait peut-être espérer trouver d'autres exemples où je peux faire ma construction. Parce que le pi0 que j'ai pris comme exemple, c'est pas tombé du ciel, c'est
C'est un résultat justement de Marino Grad et de Thomas Everard qui ont introduit les proto-additifs. Ils ont trouvé, comme un des premiers exemples, ce foncteur pi0, et donc je me suis dit, ah, on va regarder ce qui se passe, et par chance ça fonctionnait. Et alors, pour partir dans une autre direction complète, ce serait plutôt de travailler un peu avec la théorie d'un modèle de Quillen, parce que les foncteurs dérivés, ben, on peut le faire avec toute cette approche-là, mais c'est encore en état de chantier, de projet, d'idées, parce que ce qu'on espérerait, c'est arriver à avoir un peu ce qu'on peut arriver à capter comme théorie de modèle, et à voir si on peut lier ça avec plutôt des catégories dites triangulées. Mais pour l'instant, c'est à l'état de grosses idées, de grosses ébauches. J'espère qu'on pourra avoir des résultats à un moment donné. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On a peut-être un peu de temps pour des questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'ai une question. Oui. Par rapport à des possibles liens avec les catégories triangulées, Oui. Enfin, je peux imaginer peut-être que ce ne serait pas le cas additif, donc non stable, je suppose. Vous pensez plutôt avoir quelque chose comme une catégorie triangulaire à gauche Mais je ne connais pas beaucoup les catégories triangulées. J'avais essayé de faire ça avec quelqu'un qui est venu me visiter à Louvain-la-Neuve, et l'optique c'était plutôt de dire voilà, on va partir des axiomes et on voit un peu ce qu'on peut arriver à récupérer ou pas. Parce que en faisant les autres travaux, je me suis rendu compte que typiquement la relation, on peut définir une relation d'être homotope entre deux morphismes. Dans le cas abélien, ce serait une relation d'équivalence. Dans mon cas ici, j'ai juste symétrique et réflexif. J'ai pas... Donc, il y avait des choses qui tendaient vers il y a peut-être les moyens de, mais pour l'instant, on aurait juste considéré une fois d de x, ce ne sera pas suffisant. Il faudrait arriver à le faire plusieurs fois pour avoir plus de structure. Parce que la structure ici que j'ai ici fonctionne très très bien pour le cas des complexes de chaîne, mais pour partir de la catégorie triangulaire, il faudrait plus de matériel pour mes morphismes. En fait. Peut-être pas beaucoup plus, parce que dans mon expérience, tous les cadres axiomatiques où on produit une catégorie utopique, ils ont d'un côté, la catégorie de Quillen ou la côté gauche, dans toutes sortes d'axiomatisations. Dès que la notion de fibration, on construire des cibles de fibration, ça donne ce qu'on appelle des catégories triangulaires à gauche, qui est juste comme des catégories triangulées, mais il faut faire attention que le résultat n'est pas un catégorie additif, donc il faut mieux axiomatiser les demi-triangles, les fibres, les suites de fibration. Je sais que justement... c'est assez léger comme axiomatisation finalement. Mais je sais que mon promoteur m'avait envoyé un article écrit par Kenneth Brown, où il parlait d'une partie, et je pense qu'il voulait que je fasse ça avec des cocylindres, ça ne fonctionnait pas les cocylindres, et en fait je peux trouver un cylindre et ça fonctionne. La partie, donc je ne sais pas très bien si c'est la partie gauche ou droite, mais avec les cylindres ça fonctionne super bien, et je retrouve une notion d'homotopie abstraite, qui est vraiment celle que moi j'ai par équation. Mais voilà, ça se comportait très bien, et puis tout d'un coup on est arrivé à cette catégorie triangulaire où là on avait un problème de... Parce que ce foncteur D, en fait, il a l'avantage de pouvoir rentrer dans un coproduit, mais il faut qu'on ait des bonnes dimensions, entre guillemets, entre ici j'applique une fois D, là j'ai une fois. Donc j'ai parfois un problème de dimension, je voudrais rentrer dans mon coproduit, mais je peux pas. Donc, mais je sais pas, je serais curieux de voir si effectivement on peut déjà ambitionner avec mon promoteur de dire ok, gauche ou droite, mais je ne connais pas plus que ça. J'ai lu à un moment donné ce qui était le modèle de Quillen et autres, mais ça fait un peu longtemps. Parce que je sais que dans le cadre des complexes de chaîne cas abélien, c'est très simple, on peut le décrire aisément, et les projectifs jouent un rôle dans les objets cofibrants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça devait fonctionner, et pour finir, c'est peut-être pas aussi évident que ça, donc on peut encore aller gauche. Ok, merci. Oui. Les algèbres commutatifs, ça rentre dans votre cas, ça doit être des algèbres commutatifs. Mais en fait, les objets, si je parce que même ici, en fait, le point clé, moi, c'est genre, comment est-ce que je trouve mes exemples, c'est d'abord voir ma condition P. Et si je dis pas de bêtises, attends, commutatif, ça je sais pas. Mais je sais que typiquement ici, je donnais quelques exemples de variété de Schreier, mais parfois en fonction des conditions qu'on va imposer sur notre algèbre, ça va plus être Schreier ou autre. Je sais que les algèbres dites associatives, je pense, c'est plus Schreier, donc il faudrait creuser pour voir si ça fonctionne la condition B ou A ou autre. Donc voilà, c'est encore une grosse boîte noire, et c'est pour ça que j'aimerais avoir un critère. En fait, on a trouvé un critère pour remplacer ce diagramme-là dans le cas de variété de Maltsev, mais par un autre diagramme. Donc on ne gagne pas trop au change, parce que moi ce qu'on espérait c'est justement une condition plus directe à vérifier avec les axiomes de la variété, comme les algèbres associatives. Et ça je ne sais pas encore. C'est encore à l'état de... J'ai même pas encore essayé de creuser là-dedans.
ce qui pourrait être fait, c'est de dire regarder tous les algèbres non associatives, et celles commutatives sont dedans, et voir ce qui pourrait se passer. Arriver à peut-être trier un peu là-dedans ce qui se passe, mais voilà, c'est pas dans notre priorité pour le moment, mais ça pourrait être, j'espère, fait à un moment donné par moi ou quelqu'un d'autre. Si après vous avez une idée, moi je suis preneur. Hein, Ok, merci.